Salut à tous, bienvenue une fois de plus dans cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Jusqu'au 20 mai 2023, le musée Blue Penny propose gratuitement une exposition d'anciennes images de Port-Louis qui constitue aussi un véritable trésor du patrimoine de la région Océan Indien. Intitulée simplement Port-Louis longtemps, cette manifestation donne visibilité à un projet collaboratif datant de 2016, initié entre le musée Blue Penny et l'iconothèque historique de l'océan Indien à La Réunion. Le musée Blue Penny propose donc depuis ce 17 mars 2023 la restitution d'une facette de cet échange qui prend la forme de cette scénographie d'images de Port-Louis qui remonte à plus d'un siècle. Parlez-moi un peu de la genèse de cette exposition. Qui sont un peu les acteurs concernés, les fonds, etc. Tout a débuté il y a à peu près 5 ans, lorsque sur Internet, je me suis rendu compte qu'il existait dans l'iconothèque historique de l'océan Indien. J'ai vu qu'il y avait des fonds mauriciens très anciens, c'est-à-dire des fonds photographiques des années 1882-83. Donc c'était des fonds assez abondants. En plus, j'étais surpris par la quantité et avec des photos que je ne connaissais pas forcément. Et moi, de mon côté, au Blue Penny Museum, assez étonnamment, j'avais aussi des fonds réunionnais. Alors j'ai joint mon corollaire de l'iconothèque historique de l'océan Indien, qui s'appelle David Gagneur. On a conclu un deal, comme on dit en mauricien. Donc c'est-à-dire que je lui ai accordé le fait que moi, je pouvais très bien lui passer en numérique, en très haute définition, des photos de la Réunion des années 30, et lui, un peu en échange, quoi, comme ça, un échange de réciprocité. Et le but, c'était surtout d'élargir la visibilité des œuvres de la région qui nous concernent tous. Et donc lui, il m'a passé une centaine de photos de Maurice en 1882, ce qui est énorme. En même temps, ça nous permettait d'assurer une meilleure conservation, parce que si j'ai le fond ici et qu'il a le sien là-bas, qu'il arrive quoi que ce soit à l'un ou à l'autre, le fond demeure. Et après, on est allé au-delà, c'est-à-dire que lui, il m'a envoyé son fond numérisé, et moi, j'ai dû donc les faire développer sur un papier non acide avec des encres grasses non acides, avec du papier très neutre, etc. Et donc on a tout réimprimé, le fond des 100 photos, et on les a fait encadrer aussi avec des pH neutres, etc. Et donc maintenant on se retrouve avec un fond d'une centaine de photos de 1882, pour lesquelles on a cédé, enfin ils nous ont cédé les droits et nous on a cédé nos droits pour les Réunionnais, quoi. Par quel parcours historique, par exemple, justement, est-ce que des images de Port-Louis se retrouvent à La Réunion? Quelle est la dynamique qui fait que voilà, des images de nos capitales, nos villes atterrissent justement dans... En fait, c'est à la fois le hasard et l'histoire. Par exemple, nous, on avait un fonds réunionnais parce qu'il y avait dans les années 20-30, il était courant que des Mauriciens de familles aisées se rendissent à la Réunion. Il y avait encore beaucoup de liaisons, même par mariage, voilà, donc les deux îles qui étaient dites sœurs, en tout cas, elles étaient réellement à cette époque-là, c'est-à-dire que vraiment il y avait des chassés-croisés sans arrêt au niveau culturel et au niveau familial, presque pratiquement familial. Donc il y avait des familles qui sont allées là-bas, qui sont revenues ici avec leurs photos de vacances, quoi. Donc c'était finalement assez logique que ça se retrouve au Blue Penny Museum par la suite. Mais eux, de leur côté, en fait, il a pu se faire que c'était des dons qui ont été faits aux archives départementales de La Réunion, plutôt qu'à Maurice, pour des raisons aussi historiques, c'est-à-dire peut-être les gens, légitimement, ont pensé que c'était plus sûr de les donner là-bas, ou bien c'était des Mauriciens qui avaient émigré à La Réunion. Il y a quand même 3000 Mauriciens qui habitent à La Réunion, il ne faut pas oublier. Il y a plus d'un photographe qui a fait les photos du fond des 100 photos qu'on a. Je pense qu'il y en a au moins 2, mais on ne connaît pas les noms. Donc de toute façon, on n'est pas sûr de tous les paramètres, on aimerait bien. Et après, plus gravement, par exemple, il y a des photos, on voit bien que c'est à Port-Louis, on connaît des trucs, mais on n'est pas sûr du nom de la rue, quoi. C'est pas évident, parce que ça a tellement changé
qu'aujourd'hui, il faut être fort pour pouvoir vraiment dire à coup sûr, oui, 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 ça c'est la chaussée et tout. Bon, on n'est pas, ou c'est la rue, je sais pas, Saint-Georges. C'est pas si évident que ça dans certaines photos, mais la plupart quand même sont identifiées. Et le plus beau dans l'histoire, c'est que nous, on a pu les faire progresser, eux, dans l'identification des photos. Parce qu'ils avaient des identifications erronées. Par exemple, l'école Saint-Jean de la Salle était dénommée pour être les casernes centrales dans leur fichier. Alors c'est vrai qu'il y a vaguement, bon, les deux sont en pierre de taille basaltique. Enfin, quand même, pour un Mauricien, tout de suite, on voit bien, quoi. Donc nous, ça permet que tout le monde progresse, en fait. Et en fait, le regard qui transparaît dans ces images, bon, parce que forcément, j'imagine que c'est des photos, pas nécessairement des photos de photographes aguerris, mais peut-être des photos de, voilà, de vacances, comme on en fait, j'imagine, de Monsieur Tout-le-Monde. Voilà, alors finalement, quel est le regard? Est-ce que finalement, avec le passage du temps, c'est un regard anthropologique et historique, justement, qui se présente ouais. C'est-à-dire, pour les photos qu'on a eues, nous, de Maurice, elles sont beaucoup plus anciennes que les photos qu'on leur a données sur la Réunion. Donc les photos qu'on leur a données sur la Réunion, ce sont de fait des photos de vacances. Tandis que nous, ce n'est pas des photos de vacances qu'ils nous ont envoyées. Parce que très rares étaient les gens qui avaient la capacité, en 1882, d'avoir des appareils pour se payer des photos de vacances, quoi. Donc c'est plutôt des photos de photographes professionnels qui avaient à l'époque à Maurice. Par exemple, à la Pravasigat, il y avait il y a toujours eu un photographe pour l'arrivée des engagés, il y a toutes les photos qu'on connaît et tout. Donc il y a eu des photographes professionnels à Maurice dès très très tôt. Donc c'est plutôt des professionnels qui ont fait cette expo, enfin les photos qu'on trouve dans cette expo. Alors bien sûr, dans toute l'iconographie qui existe autour de la capitale mauricienne pour lui, alors ces photos-là, qu'est-ce qu'elles donnent? Est-ce qu'elles donnent un autre regard, peut-être quelque chose de plus intime? Qu'est-ce qu'elles amènent de plus à peut-être l'iconographie que l'on connaîtrait déjà de Port-Louis, monuments, etc. Est-ce qu'il y a peut-être un autre regard 1800? Déjà en quantité, parce que si on regarde bien, on ne connaît pas beaucoup de photos de cette époque-là. C'est-à-dire quand j'ai expliqué qu'on allait faire cette expo, il y a pas mal de gens qui m'ont montré des photos des années 60, quoi, en disant on en a déjà nous. Et entre 1960 et 1882, vous voyez bien qu'il y a un laps. On peut dire que là, vraiment, on a un ensemble, par exemple sur Port-Louis, là on en a mis 50, donc il nous en reste 50 autres qui ne sont pas Port-Louis, mais qui sont Maurice à cette époque-là. Le Mauritius Institute qui est montré, il est flambant neuf, puisqu'il venait d'être fini d'être construit en 1882. Donc on a une datation précise, parce que là on voit bien qu'ils viennent de planter des petits arbustes tout rikiki là, qui viennent d'être plantés. Donc on sait que c'est une photo soit de 1882, soit de 1883 ou plus tard. Donc ça permet de dater un peu l'ensemble des photos. Après il y a des tas de monuments qui ont complètement disparu, hein, qui se trouvaient soit par les incendies avoir été annihilés. Et puis vous avez des tas de monuments qu'on connaît, d'autres qu'on connaît moins. Par exemple au Champ de Mars, là, il y a une fontaine qui n'est plus à cet endroit-là maintenant, mais qui a été ensuite mise aux salines. La photo qui représente le bazar de Port-Louis, elle est très proche de ce qu'on peut encore voir aujourd'hui, donc c'est assez curieux. L'entrée des douanes aussi, alors c'est amusant parce qu'ils ont pris les douanes vues d'un côté du large et côté de la ville, quoi. Donc on a deux photos, donc on voit bien qu'ils ont eu des stratégies aussi de prise de vue. Et il y a beaucoup de monuments et il y a aussi pas mal d'anecdotes, quoi. Par exemple, il y a des gens qui se trouvent à côté de la cathédrale. Alors, c'est intéressant de voir des ouvriers qui étaient là à l'époque et qui sont en plein travail, quoi. Il y a aussi des gens qui déblaient une maison après un incendie. Donc ça, c'était assez courant en fait à Port-Louis qu'il y ait des incendies de maisons. Donc on voit le désastre de l'incendie. Et puis bon, c'est peut-être des photos qui étaient liées à une activité journalistique, pourquoi pas.
Il y a aussi des photos de quartiers de la ville, de quartiers entiers, quoi. Par exemple, des prises de vue, soit du bas de la montagne des Signaux, mais un peu en altitude quand même, et soit du bas de la montagne de la colline de la Citadelle, et avec une vue sur Saint-James, la cathédrale, etc., qu'on voit de haut. Donc c'est intéressant parce qu'on a vraiment la vision de Port-Louis tel que c'était à cette époque-là. C'est encore énormément boisé. Les photos du port, elles sont vraiment impressionnantes parce que c'est des forêts de mâts, quoi. Quand Baudelaire dit dans La Chevelure, il parle du port de Port-Louis, c'est vraiment très représentatif de ce qu'il a vu parce qu'il parle bien d'une forêt de mâts, quoi. Il y en a tellement qu'on ne peut pas les compter, quoi. Et c'est vrai qu'à l'époque, vu que le canal de Suez n'existait pas encore, de fait, Maurice, c'était un petit peu le lieu de passage incontournable. On voit les infrastructures portuaires de l'époque, ce qu'on appelle le chien de plomb, ce qu'on appelle enfin tout le quartier, les docks, tout le quartier de Port-Louis lié aux activités portuaires. Il y a au moins 7-8 photos, 9 photos qui sont des photos d'époque, quoi, qui représentent vraiment toute une ambiance qui aujourd'hui n'existe quasiment plus, quoi. La plupart des bateaux sont encore à voile, hein. Est-ce que ce relationnel entre justement différents pays de la zone océan Indien, cette iconographie commune, vous pensez qu'elle soit essentielle à peut-être alimenter une identité qui serait justement régionale? On ne partage pas tout entre nous. Il y a des dimensions, par exemple les Seychelles, on partage une langue créole aussi, avec la Réunion. Mais par exemple, les Comores n'ont pas la langue créole. Donc il y a des choses qu'on a en commun, mais qui ne sont pas les mêmes tous ensemble. Ça c'est indéniable. Mais quand même, on vit dans la même région. C'est très important qu'on partage nos valeurs, notre histoire, qu'on soit mieux connus les uns des autres. Et on partage un même espace commun. Et comme disait d'ailleurs, je crois, Auguste Toussaint dans son Histoire de l'océan Indien, il commençait au début par dire l'océan Indien, c'est le plus petit des océans. Ça fait longtemps que l'océan étant le plus petit, qu'on échange, qu'on se voit, tout. On n'a pas la même résonance comme ça avec l'océan Atlantique. Il y a vraiment des brassages de population, il y a des choses qu'on a en commun et c'est le moment maintenant de pouvoir les partager grâce au numérique. Avec l'Iconothèque, ça ne s'arrête pas là. L'Iconothèque même, elle a été surprise du succès, quoi. C'est-à-dire que nous, on échangeait des collections en numérique. On s'est tous regroupés et donc il y a une sorte de fédéralisme culturel qui est en train de se mettre en place. Et ne serait-ce que pour vous donner un exemple, la prochaine exposition qu'on va avoir au mois de juin, c'est-à-dire juste après celle-ci, c'est à nouveau une expo photo, mais au lieu que ce soit un fonds mauricien, moi j'ai accepté de montrer un fonds malgache, du musée malgache de la photographie, qui est non loin de Tananarive et qui nous a proposé une exposition qui vient de se tenir à Tana et qui s'appelle, c'est une exposition d'un photographe qui s'appelle Ramili John, et un photographe malgache des années 30. Cette exposition, elle se tient jusqu'à quand? L'exposition se tient jusqu'au 20 mai et les heures d'exposition, c'est facile, le matin ça ouvre à 10h et après ça finit à 16h30. Port-Louis Longtemps vous attend gratuitement au musée Blue Penny jusqu'au 20 avril 2023. Ce n'est là qu'une fraction des résultats de ce projet interinstitutionnel. D'autres institutions de la région, comme le musée de la photographie de Madagascar, ont également rejoint le projet. L'échange a aussi assuré l'émergence d'une collection iconographique importante qui peut être consultée gratuitement en ligne par le grand public. Voici une adresse web pour ouvrir d'autres horizons.
Nous sommes presque arrivés à la fin de cette édition. Voici quelques invitations avant de se quitter. Ce week-end, à partir du vendredi 8 avril, la Mauritius Film Development Corporation vous invite à découvrir des perles du cinéma russe dans les salles M-Ciné à travers l'île. Voici le calendrier des séances. Veuillez noter que ces films sont en version intégrale, mais sous-titrés soit en anglais ou en français. Donc aucun souci de compréhension si vous ne comprenez pas le russe. Vendredi 7 avril 2023 à 19h au M-Ciné Trianon, projection du film Ilya Muromets, comprenez Sword and Dragon, film fantastique sorti en 1956 et réalisé par Alexandre Ptushko. Samedi 8 avril 2023, 3 films à l'affiche dans différentes salles M-Ciné à travers l'île. Toutes les séances sont à 19h, vous aurez l'embarras du choix. Le M-Ciné Trianon vous propose à 19h le chef-d'œuvre d'Andrei Tarkovsky datant de 1962, L'enfance d'Ivan, une rare occasion de découvrir ou redécouvrir ce film classique sur grand écran. Le M-Ciné Flac vous proposera à la même heure We Are From Jazz de Karen Chaknosov, une comédie musicale datant de 1983. Le M-Ciné Port-Louis, pour sa part, vous proposera toujours à 19h Love and Doves, comédie romantique de Vladimir Menchov, datant de 1984. Dimanche 9 avril 2023, choisissez entre 2 films. À 19h au M-Ciné Trianon, Dreams, comédie absurde et fantastique de Karen Chaknosov. Toujours à 19h au M-Ciné Port-Louis, de l'action avec Vladivostok, thriller d'Anton Bormatov, sorti en 2021. Beau programme donc pour ce festival. Contactez le M-Ciné pour de plus amples renseignements concernant les tarifs. Et voici quelques autres événements à découvrir dans les jours à venir. Exposition sous le signe du développement durable jusqu'au 13 avril 2023 au Fascine à Vivea Business Park, Moka. 81 406, exposition d'art visuel, vous propose des œuvres de 6 artistes produites dans le cadre du projet Résident. Des œuvres réalisées principalement en objets récupérés. Nous avions rencontré ces artistes un peu avant l'expo, nous y reviendrons plus en détail ultérieurement. Steve Dubois, artiste photographe vétéran, expose à l'Acaz Flamboyant Bambou du 2 au 15 avril 2023. Inutile de vous présenter ce personnage incontournable du paysage culturel mauricien, une visite s'impose. Du 7 au 27 avril 2023, Patrick Rico vous invite à découvrir ses œuvres au Creative Park Beauplan, titre cryptique pour cet opus, Who Are You? L'espace L'Art, la Tour Koenig, vis-à-vis du centre Nelson Mandela pour la culture africaine, accueille jusqu'au 10 avril 2023 une série de 19 tableaux inspirés des Saintes Écritures bibliques. Ces bas-reliefs sont signés Emmanuel Richon, qui pour la circonstance enfile sa casquette d'artiste. L'entrée est gratuite. Point final à cette édition, on se retrouve dans une semaine. Restez en ligne.